vais vous parler aujourd'hui de Sigmund Freud, ce géant de la pensée qui a transformé la psychologie à jamais, et je vais prendre mon temps pour bien dérouler cette histoire fascinante qui me passionne depuis des années. Imaginez un monde victorien à la fin du XIXe siècle, où l'esprit humain était vu comme une machine bien huilée, régie par la raison pure et les lois de la physique newtonienne. Les troubles mentaux passaient pour des faiblesses morales, des possessions démoniaques ou de simples déséquilibres physiques à soigner par des saignées ou des électrochocs. C'est dans ce contexte rigide que Freud est apparu, un Autrichien juif né en 1856 à Freiberg, alors en Moravie, médecin de formation neurologue, et il a tout renversé avec une audace qui force l'admiration. Moi, en tant que passionné d'histoire des idées et de récits profonds, je trouve cela absolument captivant. Cet homme a osé plonger dans les abysses de l'inconscient, cette mer noire sous la surface de notre conscience, pour en faire la clé de compréhension de notre psyché entière, de nos joies comme de nos tourments les plus intimes. Commençons par ces grandes idées qui ont propulsé la psychologie vers des sommets inédits, des concepts qui encore aujourd'hui imprègnent notre culture quotidienne sans que nous nous en rendions toujours compte. D'abord, l'inconscient. Freud a proclamé que la plus grande partie de notre esprit échappe totalement à notre contrôle conscient, mais qu'elle dirige nos actions, nos rêves, nos lapsus et même nos maladies physiques. Avant lui, des pionniers comme Wilhelm Wundt en Allemagne, fondateur du premier laboratoire de psychologie expérimentale à Leipzig en 1879, ou William James aux États-Unis avec son flux de conscience, se concentraient sur l'introspection immédiate, les sensations observables, traitant l'esprit comme un ruisseau clair qu'on pouvait mesurer au chronomètre. Freud, lui, a dit non, tout est plus sombre et plus puissant. L'essentiel se cache en dessous, dans des désirs refoulés, souvent sexuels ou agressifs, qui remontent à l'enfance la plus tendre. Prenez sa théorie des stades psychosexuels, un modèle en 5 phases qui explique le développement de la libido, cette énergie vitale. Le stade oral, de la naissance à 1 an, où le plaisir vient de la bouche, de la tétée, un sevrage trop brutal et vous avez un adulte oralement fixé, fume-cigarette compulsif ou gourmet insatiable. Puis l'anal, vers 2 ans, avec la propreté et le contrôle des sphincters, source de l'avarice ou de la générosité. Le phallique, crucial, avec la découverte des organes génitaux et le complexe de castration menant au fameux complexe d'Œdipe. L'enfant masculin désire sa mère et jalouse son père, qu'il fantasme comme rival à éliminer. Un conflit non résolu et voilà les névroses adultes. Le latent, calme, et enfin le génital, mature. C'était une révolution totale car cela expliquait les hystéries, ces femmes qui se paralysaient sans lésion physique, les phobies comme celles des petites filles du père et les obsessions non pas comme des mystères divins ou des poisons dans le sang mais comme des conflits internes résolus par une thérapie patiente. Sa topique de l'appareil psychique reste un pilier inébranlable, une carte des profondeurs mentales que j'utilise souvent dans mes réflexions personnelles. Le ça, c'est l'instinct brut, le chaudron bouillonnant des pulsions de vie, éros et de mort, thanatos, égoïste, immoral, régi par le principe de plaisir immédiat. Le moi, réaliste, est le cavalier sur le cheval sauvage du ça, négociant avec la réalité extérieure pour éviter la douleur. Le surmoi, incorporé des interdits parentaux, sociaux et religieux, joue le rôle impitoyable du juge intérieur, source de culpabilité. Freud a aussi détaillé les mécanismes de défense, ces ruses de l'inconscient pour protéger le moi. Le refoulement qui enfouit le désir interdit, la projection où l'on accuse l'autre de nos propres fautes, la sublimation, noble, qui transforme l'énergie sexuelle en art ou en science. Pensez à Léonard de Vinci, que Freud a analysé comme sublimant son homosexualité refoulée dans ses chefs-d'œuvre. Et que dire de l'interprétation des rêves au cœur de son ouvrage fondateur de 1900 ? Les rêves ne sont pas absurdes. Ils sont la voie royale vers l'inconscient, un accomplissement déguisé de désirs refoulés.
Le contenu manifeste, l'histoire superficielle, cache le contenu latent révélé par les associations libres du patient. Par exemple, un rêve d'escalier montant symbolise souvent un coït refoulé. J'adore cette idée. Chaque nuit, notre cerveau met en scène un théâtre caché pour nous révéler ce que nous osons à peine penser éveillé. Par rapport à ses prédécesseurs, Freud a révolutionné le sujet en profondeur, passant d'une psychologie de surface à une archéologie des âmes. Avant lui, Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, parlait des 4 humeurs, sang, bile noire, bile jaune, flegme, pour expliquer la mélancolie. Descartes, au XVIIe siècle, séparait radicalement corps et âme, la première comme machine, la seconde comme substance pensante. Au XIXe, les hypnotiseurs comme Jean-Martin Charcot, chez qui Freud a étudié à Paris en 1885, observaient les symptômes spectaculaires de l'hystérie, paralysie, anesthésie, sans creuser la cause psychique profonde. Joseph Breuer, collaborateur de Freud, avait inventé la méthode cathartique avec Anna O, qui guérissait en revivant ses traumas sous hypnose. Mais Freud a rompu. Influencé par Charcot et Breuer, il a inventé la cure parlante ou psychanalyse pure. Le patient, allongé sur le divan face au mur, parle librement sans censure, association d'idées au hasard. L'analyste, silencieux derrière, interprète les lapsus, comme dire « je vais me marier avec ma mère », les actes manqués, les résistances et les transferts, où le patient projette ses sentiments anciens sur le thérapeute. C'était un passage du visible observable à l'invisible interprétatif, de la biologie réductionniste à une herméneutique de l'âme, comme déchiffrer des hiéroglyphes enfouis. Freud a rendu la psychologie scientifique non par des mesures physiques, mais par une méthode rigoureuse d'interprétation applicable à la littérature, à l'art, à l'histoire. Sans lui, pas de thérapie moderne centrée sur le patient, pas de confessionnal laïque où l'on décharge son inconscient. Mais Freud n'a pas eu que des louanges. Ses détracteurs pullulent depuis un siècle, et leurs arguments, souvent percutants, méritent qu'on s'y attarde longuement, car ils forgent le débat. Karl Popper, philosophe des sciences dans les années 1930, le taxait de non-scientifique. Les théories freudiennes ne sont pas falsifiables, car n'importe quel comportement, générosité ou avarice, peut être interprété comme un refoulement anal, rendant la théorie immunisée aux contre-preuves. Les féministes comme Karen Horney ou Luce Irigaray critiquaient âprement le complexe d'Œdipe et la jalousie du pénis, vus comme phallocentriques, réduisant la femme à un manque, une castrée envieuse, ignorant les dynamiques maternelles puissantes. Des neuroscientifiques modernes, avec l'IRM fonctionnel et les neurosciences cognitives, rejettent l'inconscient freudien faute de corrélats neuronaux précis. Où est le ça dans le cerveau ? Des études montrent que les émotions se gèrent dans l'amygdale ou le cortex préfrontal, pas dans un réservoir pulsionnel. Et puis, il y a les accusations d'anachronisme et de biais. Freud extrapolait à partir d'une poignée de cas viennois bourgeois comme Emma Eckstein ou la Wolfman, ignorant les contextes culturels, coloniaux ou ouvriers. Certains, comme Michel Onfray dans son essai polémique de 2010, le dépeignent comme un charlatan cocaïnomane, il en consommait et en prescrivait pour la dépression, manipulateur avec ses patientes, comme la jeune Dora qu'il a échoué en 1905 pour ne pas avoir suivi sa interprétation sexuelle, ou son auto-analyse biaisée après la mort de son père. Pour eux, la psychanalyse est une pseudoscience dogmatique, un opium intellectuel qui a freiné la psychologie expérimentale behavioriste de Skinner ou la cognitive de Piaget pendant un siècle entier, privilégiant les mythes aux faits. Malgré cela, l'héritage freudien perdure avec force, et nulle part plus que chez Jacques Lacan, son successeur le plus brillant, controversé et charismatique, que j'ai étudié avec un mélange d'émerveillement et de vertige. Lacan, psychanalyste français né en 1901 à Paris, mort en 1981, s'est appuyé sur Freud pour le dépasser radicalement et le moderniser au contact des sciences humaines du XXe siècle. Il a relu Freud à la lumière de Ferdinand de Saussure pour la linguistique, Claude Lévi-Strauss pour l'anthropologie structurale et Georg Wilhelm Friedrich Hegel pour la dialectique du maître et de l'esclave.
Transformant la psychanalyse en une théorie linguistique du sujet, il introduit son trio des registres, le réel, l'imaginaire et le symbolique, une triade qui dépasse la topique freudienne. Le réel, c'est l'impossible à symboliser, le trauma brut qui perce comme un trou. L'imaginaire, formé au stade du miroir vers 6 mois, où l'enfant se reconnaît dans le reflet, construisant une image unifiée mais aliénée, source du narcissisme et de l'agressivité. Le symbolique, l'ordre du langage, de la loi et du grand autre qui structure le sujet dès la parole. Lacan reprend l'Œdipe freudien, mais le tord linguistiquement. Le nom du père n'est pas un surmoi moralisateur, mais une fonction symbolique, le signifiant phallique qui interdit l'inceste et instaure la castration symbolique, ouvrant au désir. Il modernise Freud en recentrant tout sur le désir comme manque constitutif. Le désir de l'homme est le désir de l'autre, car nous désirons ce que l'autre, mère, société, semble désirer en nous. Contrairement au plaisir freudien, principe régulateur, la jouissance lacanienne est transgressive, douloureuse, au-delà du plaisir, une extase mortifère. Lacan dépasse Freud avec ses 27 séminaires publics de 1953 à 1980, mathématisés pour la précision, les graphes du désir, avec leurs boucles sinueuses montrant le circuit du besoin au désir, la formule du fantasme, le sujet barré dollar poursuivant l'objet petit a, se reste insaisissable cause de tout désir, comme le regard ou la voix. Ses successeurs, comme Jacques-Alain Miller, son gendre et éditeur, ou le philosophe slovène Slavoj Žižek, en font une arme politique. Le capitalisme tardif est un grand autre pervers qui promet tout sans jamais satisfaire, générant une jouissance aliénée dans la consommation. Lacan a rendu Freud compatible avec la postmodernité, le structuralisme, la sémiologie et même des analogies avec la physique quantique où le sujet est ondulatoire, incertain. Pensez à son concept de symptôme chez Joyce, un nouage des 3 registres qui tient le sujet psychotique sans nom du père. Mais est-ce vraiment un progrès ou une théorie obscure faite pour impressionner dans des conférences surréalistes, théâtrales et parfois chaotiques ? J'avoue que Lacan prête le flanc à une critique sévère, et je la comprends parfaitement après des lectures ardues. Ses séminaires, tenus au Stade de France en 1974 devant 80 000 personnes ou improvisés dans des amphithéâtres bondés, étaient des spectacles, calembours incessants, les non-dupes R pour les non-dupes R, formules mathématiques détournées comme les nœuds borroméens pour figurer les registres, références ésotériques à Joyce, Heidegger ou la Kabbale. Il n'y a pas de rapport sexuel, assène-t-il en 1973, car l'homme et la femme sont dans des logiques asymptotiques, séparées par le phallus symbolique. On se demande si c'est un génie visionnaire ou un charlatanisme verbal. Ces détracteurs, regroupés sous l'étiquette du Lacan Circus par des anglo-saxons comme Alan Sokal dans son canular de 1996, y voit un verbiage élitiste, jargonneux, réservé à une élite intellectuelle parisienne idolâtre, snobant la science empirique au profit d'un mysticisme laïque, quasi religieux. Lacan aimait le scandale. Son lapsus célèbre, les fraises sur la gageure, pour Fraises des Bois, en pleine conférence, ses honoraires exorbitants, son école freudienne de Paris dissoute en 1980 pour luttes internes. Est-ce pour faire illusion et épater l'auditoire ? Sans doute un peu, car il cultivait le mystère, formant des disciples fanatisés qui récitaient ces formules comme des sutras. Pourtant, au fond, y a-t-il quelque chose de fondamental chez Lacan, quelque chose qui transcende le spectacle ? Absolument, et je le dis sans hésiter, après des années à méditer ces textes dans mes nuits d'insomnie créative. Son génie réside dans la reconnaissance radicale que l'humain est un sujet divisé par le langage. Nous parlons une langue qui nous précède, nous aliène, nous constitue comme par lettres. Freud avait ouvert la boîte de Pandore de l'inconscient pulsionnel. Lacan y a injecté la linguistique saussurienne pour montrer que le sujet émerge du signifiant, fendu par la chaîne signifiante, toujours en manque. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, jamais pour un sujet plein. C'est fondamental pour décrypter la schizophrénie du monde moderne. Les réseaux sociaux comme grands autres voyeuristes,
l'identité fluide postmoderne comme illusion imaginaire, le consumérisme comme poursuite vaine de l'objet petit a. Oui, c'est ardu, pas pour le grand public qui préfère des thérapies cognitivo-comportementales rapides, mais réservé à ceux qui osent penser l'opacité constitutive du désir humain. Pas une élite idolâtre snob, mais des penseurs courageux, cliniciens, artistes, philosophes, qui, comme moi dans mes créations narratives, trouvent là une clé universelle pour éclairer l'âme au XXIe siècle, face à l'IA, aux crises identitaires et aux traumas collectifs. Freud a posé les fondations indestructibles, révolutionnant la psychologie en l'intériorisant, en la rendant causale et narrative. Ses détracteurs, juste sur les failles empiriques, oublient l'impact culturel immense. Lacan l'a actualisé en le linguant, le politisant, le mathématisant. Progrès réel, irréfutable dans nos thérapies relationnelles, nos films hitchcockiens ou nos séries addictives, ou illusionnistes, élitistes, les deux à la fois, peut-être, dans une dialectique lacanienne. Mais le cœur battant de leurs idées, inconscient refoulé, désir manquant, sujet barré, palpite encore dans nos vies quotidiennes, nos rêves non interprétés, nos passions inavouées. Voilà pourquoi, en tant que conteur d'histoires profondes, créateur de contenus qui sondent l'humain, je reste freudien lacanien de cœur. Ces idées ne soignent pas tous les maux, ne sont pas scientifiquement pures, mais elles éclairent l'essentiel, cet abîme en nous qui fait notre grandeur et notre misère.